Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, on se retrouve pour un débrief de cette avant-dernière semaine de saison régulière de college football. Et oui, ça passe vite, ça passe très très vite, franchement, en un claquement de doigts. Rob est avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu, Rob? Eh ben écoute, ça va super. Salut à tous. Effectivement, on avait passé une super belle semaine 12 et la semaine 13 a de belles promesses, on va dire, hein, avec des matchs qui sont tous intéressants parce que c'est la rivalry week, Elio, et Ouais, c'est toujours ma semaine préférée en college football puisque généralement c'est la semaine où il y a bien des bagarres sur le terrain, pas dans le sens baston, hein, mais ça se tape, ça se tape fort sur le terrain. On voit généralement du beau football et surtout, bah, c'est emblématique, surtout quand on prend en compte le fait que les conférences, Pac-12, n'existent plus, que la Big 12 pardon, perd, ses 2 plus gros membres avec Oklahoma et Texas et que donc des rivalités vont se perdre. Là, ça va faire, super plaisir justement de voir ces dernières rivalités pour la dernière fois dans l'histoire et je pense que peu importe le résultat, je lâcherai ma petite larme à la fin de certains matchs, justement parce que c'est des matchs qui sont emblématiques, qu'on n'aura plus. c'est vrai que ça va faire bizarre, encore plus pour toi qui est un gros suiveur de Pac-12, bien évidemment, et qui va avoir un changement de vie avec Oregon qui va bouger en Big Ten notamment. Donc voilà, une semaine prometteuse à venir. Comme d'habitude, on se retrouvera sur Twitch dans le 1-2-6 à 17h ce samedi. Donc n'hésitez pas à être présent. Surtout à ce moment-là de la saison, c'est le moment où on va beaucoup, beaucoup discuter et ça va être assez animé à mon avis. Mais tout de suite, faisons le récap un petit peu déjà des équipes du top 10, ce que ça a donné ce week-end. Avec en tête d'affiche l'équipe numéro 1, Georgia, qui affrontait Tennessee, 18e au top 25, du côté de Knoxville, dans le Tennessee. Match qui pouvait s'annoncer un petit peu piège pour Georgia. Et finalement, c'est une victoire écrasante, 38-10. Euh, Robin, les Bulldogs restent les favoris ultimes pour cette troisième année consécutive d'un potentiel National Championship. Bah, ouais, c'est ça. En fait, pas grand-chose à dire sur ce match. Réellement, on l'avait, dans le 1-2-6 avec Kevin, on l'avait un peu, prédit que Georgia, tout le monde un peu les mettait en dessous cette année parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mais résultat, quand il faut gagner les matchs contre des équipes classées, il est poutre. Enfin, il y a que contre Missouri qui globalement, ils ont eu un peu plus de mal, mais la réalité, c'est que contre Tennessee, contre Kentucky, ils ont mis les points sur les i et ils ont dit on reste favori. Parlez tout ce que vous voulez sur Michigan, sur Ohio State, sur Florida State, Washington, Oregon. Nous, on est là pour jouer le titre national. C'est pour ça qu'ils mettent une fessée à Tennessee, un 38-10. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus sévère. On a un Carson Beck, le quarterback de Georgia, qui fait un match très, très correct, hein. 24 sur 30, 300 yards à la passe, 3 touchdowns. Voilà, on a en face Joe Milton qui fait un match trop, trop moyen pour pouvoir espérer quelque chose. Voilà, bon, à la mi-temps, il y avait 24-10. Clairement, ils auraient pu, dans le quatrième quart-temps, ça fait 0-0. Mais ils auraient clairement pu, Georgia aurait pu dérouler et en mettre 50 points facilement. Voilà, je pense qu'ils ont bien solidifié leur place de numéro 1 du pays. Et également, je pense qu'ils ont validé leur place pour les college football playoffs, même malgré une défaite contre Alabama. Donc voilà, avec cette victoire, ils prouvent qu'ils sont bien là et qu'il faut s'y attendre. C'est bien que tu aies parlé du fait que le seul match un petit peu dangereux pour eux était Missouri, parce que Missouri est 9e au classement. Et Missouri réceptionnait Florida ce week-end. Florida qui est toujours au bord des bowls, hein, parce que les Gators n'ont que 5 victoires. Il en faut une sixième pour se qualifier en bowl. Et ben, ça a été une victoire de Missouri 33-31 sur un field goal en fin de match de Mavis, qui est là depuis des années. Lui, il va être intéressant parce que Harrison Mavis, il est je ne sais pas comment dire, il fait 245 livres. Ouais. Donc c'est c'est assez peu typique pour un kicker, on va dire. Mais bon,
En tout cas, il a passé le field goal de la victoire. Il y a eu aussi une très belle remontée en fin de match de la part de Ouais. Brady Cook pour justement donner le field goal range. Ça a été très bien joué de la part de Missouri. Florida, on sait que Graham Mertz s'est blessé durant le match. C'est Max Brown qui a pris la relève et qui d'ailleurs a mené plutôt un bon drive. C'était Bah, pas un il mauvais me match. semble qu'il a fait 2 drives, hein, 2 scoring drives, hein, puisque il se blesse au début du 4e quart-temps, il me semble, et du coup, il y a 2 drives de la part de Florida et c'est 2 fois il marque. Il y a un touchdown et un field goal, ouais, en effet. Ouais, effectivement, ouais, Euh, un field goal. Mais pour le coup, il a fait une bonne rentrée, hein, pour le coup. Je sais pas si tu ouais, regardais le match, franchement, Elio. Moi, j'étais en Discord avec Guillaume. Je peux te dire qu'il a pas apprécié cette fin de match. Quand, alors pour vous dire, hein, au-delà du fait du match, c'était un match qui était super beau. Blessure de, certes, la blessure de Graham Mertz qui nous donne une fin de match comme on aurait pu espérer, un peu différente, mais le match reste quand même tout de même plaisant. C'est juste que comment expliquer ça? Florida arrive à forcer un 4-17 avec 30 secondes restantes et Missouri convertit ce 4-17 avec un receveur qui est tout seul au milieu du terrain. Tu te dis, c'est pas possible de mettre personne en shell, enfin personne au milieu du terrain. En gros, le gars fait un un tracé intérieur. En gros, normalement, c'est 10 yards et tu retournes à l'intérieur. Là, il fait juste à 18 pour être sûr d'avoir le first down. Il n'y a personne qui le touche avant qu'il récupère la balle. Il récupère la balle, il se met à terre parce il se fait toucher. Mais sinon, enfin, c'est catastrophique. Je pense que Florida perd le match plutôt que Missouri le gagne. Parce que sur une 4-17, quand tu es, à ce niveau-là, tu as juste à faire un jeu et tu gagnes le match. C'est quand même triste de la part des Gators. Et sinon, bah, bravo à Missouri, hein, d'avoir réussi à survivre et de continuer à être en 9 victoires, 2 défaites. Sachant que ces 2 défaites, c'est face à LSU et face à Georgia de moins de 10 points. On peut le dire, hein, la saison des Tigers, elle est superbe. Ils auront un bowl majeur, hein, puisqu'ils sont à 9 victoires, 2 défaites. Ils sont classés 9e du pays. Ils auront un bowl majeur. Et c'est mérité, hein, pour les hommes de Mizou. ouais, totalement. Et encore une fois, en plus, il se déplace à Arkansas la semaine Ouais. prochaine. Donc ça peut le faire normalement. Encore une fois, un gros Cody Schrader, hein, le running back qui a couru pour 150 yards et un touchdown. Je crois qu'il a 1270 yards et 12 touchdowns cette année. Donc, Ouais, il est vraiment en train de cook toutes les défenses avec son QB, justement, Brady Cook. Non, franchement, il fait vraiment une superbe saison. Tu as raison, hein, 1270 yards à la course, à la réception. Il en met quelques-uns aussi, hein. Il met 200 yards à la réception. Donc voilà, il est vraiment, je pense que c'est l'arme de Missouri avec Luther Burden. Ils ont leur ouais, trio Brady Cook, Cody 160 yards Schrager. Burden cette semaine. Ouais. Ouais, 160 effectivement. yards, 9 réceptions. Incroyable. Effectivement, bah, Luther Burden, justement, je pense que leur trio, Luther Burden, Brady Cook et Schrager, ça fait suer les défenses. Et faut pas oublier que Luther Burden, il est juste sophomore, hein, il était freshman l'année Ouais. dernière. Donc encore une superbe saison, enfin une saison prochaine à venir pour Luther Burden et aussi bah, peut-être une 4e saison, on ne sait jamais. J'aime beaucoup la balance dans cette équipe de Missouri entre le running game et le passing game. C'est super. On fait Ouais, des elle est bisous à super belle à Missouri avoir France. joué. On fait des bisous à Missouri France sur Twitter, bien évidemment. Et juste dernière petite stat, les Gators, ça fait 5 matchs qu'ils perdent. C'est le score où ils ont encaissé le moins de points sur ces 5 matchs avec 33 points donc encaissés. Sinon, c'était 39 minimum. Donc, gros problème du côté de la défense de Florida. On va passer un petit peu du côté Big Ten avec le numéro 2 du top 25, Ohio State, qui s'est imposé facilement à domicile face à Minnesota 37-3. Minnesota, d'ailleurs, je pense qu'off-season, va falloir en parler parce qu'ils sont à 5 victoires pour 6 défaites. Il n'y a pas de bowl jusqu'à présent. On a eu également le numéro 3 du top 25, toujours de la Big Ten, Michigan, qui se déplaçait du côté de Maryland. Et oui, j'étais au match, comme je vous l'avais annoncé.
Un match qui a donné des Terrapins qui ont donné du fil à retordre à Michigan, en fait. Un match qui se termine à un touchdown de différence, 31-24. Plusieurs faits de jeu assez intéressants. Montoya qui a intercepté 2 fois. En face, JJ McCarthy qui fait pas un gros match, 12 passes complétées sur 23, 140 yards et une interception. Le jeu à la course a quand même mené Michigan à 3 touchdowns. Ça a été un beau match. Ça a été un beau match. Je vous conseille d'aller voir le replay. Jusqu'au bout, on y a un petit peu cru du côté de Maryland. Et ça aussi, c'est un petit peu frustrant parce que nous, on est à 6 victoires pour 5 défaites. Ça montre qu'on aurait pu avoir plus de victoires cette saison parce que dans le fond, on a une bonne équipe qui est combative. Michigan est à 11 victoires pour 0 défaite et va aborder The Game face à Ohio State ce week-end. On en parle juste après. Voilà, d'un point de vue très personnel, Michigan m'a pas forcément impressionné sur ce match avant d'affronter Ohio State. Ok, Maryland a bien joué, mais je sais pas, je suis pas encore vendu sur Michigan, d'autant plus qu'on va en parler également après. Le top 20, excusez-moi, le top 4 peut être décidé la semaine prochaine et ça peut mal se passer pour les Wolverines ou les Buckeyes. Donc un match décisif en ligne de mire. Ouais, et surtout, ça commençait mal pour Maryland, 16-3 à la fin du premier Ouais. quart. Là, je me souviens de ton tweet où tu disais ouais, moi je paye pour aller voir les matchs, j'en ai marre, etc. Mais gros, à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller voir Maryland, c'est ma 3e fois que je les vois face à Michigan. Je les ai vus se faire éteindre face à Penn State. Je crois que j'ai vu qu'une victoire au stade, pour être tout à fait honnête. C'était face à Northwestern l'année dernière. En dehors Ouais. de ça, à chaque fois, j'arrive. Ohio State l'année dernière, pareil, on les a quasi upset. Je suis là sur des matchs intéressants, mais on se fait quand même éteindre. Et c'est vrai que quand tu as 16-3 dans les dents, Au premier quart, tu as vraiment envie ah, d'en découdre. Mais au c'est final, clair. ça prouve que Maryland, comme tu dis, c'était une belle équipe cette saison et que la défaite face à Ohio State, qui était une défaite, on va dire, crève-cœur, parce qu'ils avaient toutes les armes pour battre cette équipe d'Ohio State. Juste quelques faits de jeu également qui ont des turnovers, encore une fois, qui ont coûté le match. Et ensuite, ça part sur une série de, je crois, 5 défaites, 5-6 défaites. C'est compliqué. Là, votre dernier match de la saison, c'est face à qui? Du côté de Rutgers, ça peut être intéressant. Ah, ça va être un Attention, superbe match. ouais, Je sais pas, attention à Rutgers, je suis ouais, confiant, mais pas si confiant. ouais. Rutgers, pareil, qui va en bowl cette année au passage. Ils sont à 6 victoires pour 5 défaites. Bon, ils ont perdu ce week-end face à Penn State, défaite un petit peu logique, mais ouais, c'est de la belle Big Ten. Ouais, de la belle Big Ten. Et effectivement, comme tu le disais, Michigan qui gagne pas vraiment avec beaucoup de conviction. Le match contre Ohio State, il va être décisif pour les college football playoffs parce que même s'ils sont à qu'une seule défaite, d'un côté, ils vont pas jouer de championship game, sachant que la Big Ten, ils ont encore le nord et le sud, à moins que ce soit l'est ou l'ouest. Enfin, je sais plus trop comment ça. Ils ont encore de. Ouais, ouest et est, ouais, mais Ouais, ils ont encore deux divisions. Ils ont encore deux divisions et le problème, c'est que Michigan et Ohio State sont dans la même division. On en parlera tout à l'heure des implications pour le championship game, mais clairement, c'est un match, ça peut être leur dernier match de la saison à Michigan, malgré qu'ils aient pas énormément de défaites. Faudra voir comment ça se goupille. Encore une fois, sans Jim Harbaugh, mais bon, avec le coordinateur offensif, Sherrone Moore, qui fait globalement euh, le travail. Et petite félicitation pour le programme quand même qui atteint sa 1000e victoire de l'histoire. ouais, c'est C'est vrai. le programme avec le plus de victoires. Enfin, à chaque fois, tous les matchs qu'ils gagnent, ils battent leur propre record, évidemment. Mais c'est c'est la première équipe à atteindre les 1000 victoires dans l'histoire du college football. Donc, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Pour ça, donc ça fait plus d'un siècle qu'ils jouent, évidemment. Ça fait environ, de toute façon, ils font 100 victoires tous les 11-12 ans, visiblement. Donc voilà, on est sur, je pense, le match décisif la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. On va croiser un petit peu les destins. Parce que Robin, je ne suis pas sans savoir que tu as probablement regardé le Washington numéro 5 se déplacer du côté du 11e Oregon State, le match de la peur pour
les Huskies. Mais en même temps, on a eu Florida State qui jouait face à alors, North Alabama, hein, une FCS. Problème, Florida State donc s'est imposé, mais grosse blessure fin de saison, mais surtout pas carrière en danger, mais presque pour Jordan Travis, le quarterback des Seminoles. Il a été remplacé par Tate Rodemaker. Alors, Tate Rodemaker, c'est un ancien 3 étoiles, haut 3 étoiles, qui est là depuis 4 saisons dans le programme, donc il connaît plutôt bien le play calling, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le joueur flamboyant qui était. En tout cas, il n'est pas au niveau de Jordan Travis, on est bien d'accord là-dessus. Euh, alors, Florida State est à 11 victoires pour 0 défaites. Tout pareil pour Washington. Dans le dernier classement du comité, Florida State est devant Washington 4e et Washington 5e. Washington a remporté une nouvelle fois péniblement ce match face à Oregon State 22-20. Quelle va être la suite pour ces deux places, la 4e et la 5e place? Est-ce que Florida State, qui affronte en plus Florida, on l'a dit, hein, Florida qui est au bord du bowl game et qui est un petit peu revanchard, Florida State affronte donc Florida la semaine prochaine. Washington devrait affronter Washington State à domicile. Ça devrait quand même passer pour les Huskies. Comment ça se profile là un petit peu avec cette blessure de Jordan Travis? Eh ben écoute Elio, en fait c'est dur déjà, je pense pour le programme entier, hein. On lui souhaite tout le soutien à Jordan Travis et Totalement. tout au programme de Florida State. Moi, Florida State, c'est pas forcément un programme que j'apprécie en particulier, hein. C'est juste un programme qui est ça me fait ni chaud ni froid globalement s'il gagne. Mais c'est toujours crève-cœur de voir une belle saison de Jordan Travis et de Florida State s'annihiler entre guillemets en un play. Donc en fait, en toute fin de premier quart-temps, hein, il y a à l'époque 13-0 pour North Alabama, qui est justement un upset. Enfin, Florida State a l'air d'être sur une upset alerte. Et on se dit que, ah ok, potentiellement, il faut regarder ce match-là. Et il reste 1 minute 40 dans le premier quart-temps. Jordan Travis décide de courir pour un first down. Il fait 16 yards jusqu'à se faire plaquer. Sur le plaquage, sa cheville, enfin en gros, c'est un plaquage qui est ce qu'on appelle le hip drop, hein. Donc le hip drop, c'est le défenseur qui met tout son poids vers l'arrière pour empêcher le porteur de ballon de continuer à avancer. Donc, sauf que en tombant, en mettant tout son poids, il tombe sur sa jambe et du coup le reste de son corps avance, la jambe n'avance pas. C'est une blessure qui est horrible à voir, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'allez pas la voir, évidemment. Les médias ont montré la vidéo partout, à toutes les télés, sans pour autant prévenir de ce qui allait se passer. Je trouve ça un peu dommage de faire ça et de faire du spectacle d'une blessure pareille. Moi, pour en avoir subi une similaire où ma cheville, elle était à 90 degrés, etc., forcément, on n'a pas envie d'être donné en spectacle à ce moment-là. Donc très, très, très déçu pour Jordan Travis, très déçu pour Florida State également. Mais comme tu le dis, la saison continue. Faut pas s'arrêter sur ça. C'était pas le dernier jeu de la saison. Florida State arrive à gagner le match avec un supplément d'âme et de courage, on va dire, de la part des joueurs, hein. Ils finissent par faire 58-13, c'est ça, 58-13 avec leur QB remplaçant justement, hein, Ron Maker. Et au final, on se retrouve avec un Florida State qui est 4e au classement, qui n'a pas de défaite, qui est devant Washington, qui n'a pas de défaite, mais qui a toujours son quarterback titulaire. S'ils arrivent, donc Florida State joue, quoi qu'il arrive, 2 matchs la semaine prochaine, donc samedi, pardon, contre Florida, dans le match de rivalité, sans les 2 quarterbacks titulaires, hein. Graham Mertz, visiblement, il est blessé à l'épaule, il ne va pas jouer, et Ouais, c'est Jordan vrai Travis ça. ne va pas jouer. Donc ce match, je dirais pas que c'est un 50-50 parce que le rooster de Florida State est beaucoup plus talentueux que celui de Florida actuellement. Si Florida State le gagne, ils vont aller jouer Louisville. Louisville qui est actuellement 10e au pays, qui fait une superbe saison, hein. Attention, Louisville qui vient d'ailleurs de taper Miami du côté de la Floride. Alors pour Ouais. vous, vous vous dites oui, non mais Miami, c'est bon et tout, on en a marre, on sait. Euh,
Louisville, c'est quand même un programme qui vient de se reconstruire avec un nouvel head coach, donc Jeff Brown, l'ancien head coach de Purdue. Aller gagner à Miami dans des conditions où Louisville a un petit peu chaud aux fesses parce qu'ils sont à 10 victoires, une défaite et ils savent qu'ils sont dans le top 10 et que c'est quand même très très rare pour Louisville. Il y a beaucoup de pression. C'est pas évident de le faire et ils l'ont fait. Donc, comme le dit Robin, Florida State qui affronte Louisville en finale d'ACC. Attention pour Florida State. Ouais, effectivement. Et Louisville, c'est une superbe saison. Hein, 10 victoires, une défaite. Une défaite qui est incompréhensible contre Pittsburgh, hein, puisque Pittsburgh sont pas très bons cette année. C'était vraiment un upset. Mais ils ont battu Duke, le 20e du pays. Ils ont battu Notre-Dame à l'époque où ils étaient 10e, 33-20. Donc c'était un match où en plus Louisville a dominé de la tête aux pieds. Louisville, il leur reste Kentucky et Florida State en finale de ACC. Attention à Louisville, hein, ils sont 10e et selon le match-up Predictor, si Louisville gagne contre Kentucky et gagne la ACC, ils n'ont que 10% de chance de faire les playoffs, il me semble, hein, parce que le scénario prédicteur donne ça. Mais quand même, gagner la ACC, c'est quelque chose que Louisville n'a jamais fait, il me semble, hein, puisque c'est la première fois qu'ils sont en finale de ACC de leur histoire, il me semble. Je suis désolé, j'aurais dû mieux préparer pour savoir si c'était la première fois ou alors ça fait plus de 10-15 ans. Mais en tout cas, c'est une très belle saison qu'ils font. Même avec Lamar Jackson, hein, ils n'avaient jamais fait ça, effectivement. Du coup, je viens de vérifier. Hein, c'est la première fois que les Cardinals ils vont en finale de ACC. Ça se jouera le 2 décembre. La Big East à l'époque, qui est une autre époque, mais pas rien du côté de l'ACC, en effet. Ouais, effectivement, même à l'époque du grand Lamar Jackson, hein, l'année où il est Ace-Man, ils ne remportent même pas leur conférence. Donc déjà, prends ça, Gus. Puis finalement... non, mais parce que ça disait... Ouais, enfin bref, on va pas revenir sur le débat du Ace-Man qu'on a eu il y a 2 semaines. Mais effectivement, on est sur une belle saison de Louisville. Florida State, attention. Je pense que s'ils ne perdent pas, ils ne perdront pas leur place au spot de 4e parce que ils n'auront pas de raison, entre guillemets, le comité de les faire dégager du top 4. Sauf que s'ils galèrent contre Louisville ou qui gagnent de 1 point, etc., il y a des grandes chances qu'ils mettent d'autres équipes avant. Notamment, on sait qu'Alabama est en train de monter en puissance. On en parlera plus tard, mais certes, ils sont actuellement 8e, mais d'un côté, ils vont monter en puissance. Si Alabama bat Georgia, ça sera très difficile de les sortir du top 4, sachant qu'on connaît le SEC bias. Hein. Donc voilà, il y a plein d'implications pour Florida State au niveau du 4e spot. Et surtout, 2 gros matchs face à Florida et face à Louisville, sans leur QB titulaire qui est une grosse partie de leur attaque, hein, puisque certes, ils courent beaucoup avec Trey Benson, mais de l'autre côté, il y a toujours, j'ai oublié Wilson, les receveurs, du coup, on a Wilson qui est super bon. Coleman. Puis Coleman, effectivement, hein, qui sont des très très bons joueurs. Voilà, il y a clairement à penser à ça pour Florida State et pour le comité, hein, est-ce que tu fais passer un Florida State sans défaite, mais qui va se faire poutrer en playoff parce qu'ils n'auront pas de QB, ou alors tu donnes une chance potentiellement à un Washington à une défaite et Oregon à une défaite, qui s'échangent entre guillemets les défaites, qui du coup tous les deux méritent les playoffs. Est-ce que tu donnes Oregon 3, Washington 4? Est-ce que tu enlèves Washington ou enlèves Oregon et tu mets Alabama? Tu peux mettre également Texas s'ils gagnent. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Donc, ça va être un casse-tête si tout le monde gagne, entre guillemets. Puis, si Florida State perd, ça sera dommage également. En tout cas, comment dire, grosse opportunité pour Washington, on va dire, qui se retrouve 5e, qui bat Oregon State justement un 22-20 avec un match qui était sous la pluie, qui était vraiment horrible pour les joueurs. Il y a eu beaucoup de drops, beaucoup de fumbles, mais finalement, c'est Washington qui en sort vainqueur à Corvallis. Hein. 22-20 sur un match où
ça a un peu galéré, à se mettre en route. Moi, j'aurais aimé qu'Oregon State gagne. Ça aurait permis à Oregon de passer une place pour les playoffs. Mais voilà, en tout cas, Washington qui fait la bonne opération puisqu'il reste en course. La semaine prochaine, il joue contre Washington State dans l'Apple Cup. Washington State, c'est pas non plus l'équipe la plus incroyable cette année. Même s'ils ont tabassé Colorado ce week-end. Hein. Oui, mais Encore tout une le fois, monde Colorado, tabasse énorme Colorado. défaite. Hein. Non, mais c'est même pas pour être méchant ou quoi envers Colorado, mais c'est vrai que Washington State, gros match aussi, gros match intéressant. Ouais, Bah, effectivement. Et surtout, ils ont validé leur place en Pac-12 Championship Game. En tout cas, bonne opération pour cette équipe-là. Finalement, on a Oregon. Elio, j'en parle rapidement, hein, qui est sixième. ouais, je vais te lancer, donc c'est parfait. J'en parle rapidement, qui est sixième, qui du coup explose Arizona State un 49-13 avec une performance énorme, hein, puisqu'à la mi-temps, il y a 42-0. Voilà, bon, on va pas se mentir, les remplaçants, ils ont joué toute la deuxième mi-temps. Ça aurait pu faire bien pire. Voilà, Oregon qui assure sa place, en tout cas, qui assure sa sixième place. Il leur reste un match à jouer, c'est Oregon State, c'est le match qui définira la place en playoff, en championship game. Mais en tout cas, ils ne perdent pas et ils ne perdent pas et ils assurent la victoire dans le top 6, donc c'est bien. Parce que dans le chaos de la Pac-12, Arizona, qui est 17e, a battu Utah 22e 42-18. Très gros match d'Arizona. Grosso modo, si Oregon perd ce week-end, le week-end qui arrive, et Arizona gagne, Arizona prend la place en playoff. Oubliez USC. Effectivement. USC a encore perdu et face à UCLA sur encore un gros score. C'est très très mauvais pour le coup du côté de Los Angeles. Mais par contre, le seul scénario dans lequel Oregon ne va pas en Pac-12 Championship, c'est s'ils perdent et si Arizona gagne. Et Arizona serait d'ailleurs une prouesse qui soit déjà à ce niveau-là. En revanche, si vous allez en Pac-12 Championship, c'est face à Washington. Et ça peut décider d'une place en playoff, Rob. Ah bah clairement, hein, on va pas se mentir, c'est le meilleur scénario, ça serait de battre Oregon State et ensuite de battre Washington. Ça permettrait de dire, voilà, on était sixième, on a battu le cinquième ou le quatrième, hein, tout dépendra de si Florida State perd. On a battu l'équipe du top 4, on mérite notre place puisque quand on refait le scénario du match Washington-Oregon à Washington, Oregon perd de 3 points, mais on se rend compte que le match, ils auraient dû le gagner. Ils ont tenté une quatrième alors qu'ils n'avaient pas besoin, il suffisait de punter. On ne va pas revenir sur le match. Mais globalement, les votants savent que Oregon perd le match plutôt que Washington le gagne. Et donc, si Oregon va avoir la rédemption, obtient sa rédemption en gagnant la Pac-12, qui est la conférence la plus dure cette année, ils auront une place en playoff. Hein. Je pense que le vainqueur de Pac-12 va automatiquement sa place en playoff. Et on va pas se mentir, ça ferait du bien d'y aller. Moi, je pense que si on a une place en playoff, d'ailleurs, je casserai le compte en banque et j'irai regarder, la demi-finale, peu importe où elle se fait. Enfin bref, au-delà de l'aparté, cette finale de Pac-12, elle va être déterminante pour qui ira en playoff. Bien plus que d'autres finales de conférence, comme notamment la finale de la SEC, où on sait très bien que Georgia ira en playoff, même s'ils perdent contre Alabama. Elio, il reste deux conférences dont on n'a pas parlé, puisqu'on a parlé de la Big Ten, on a parlé de la SEC, de la CC, de la Pac-12. Il nous reste la conférence Big 12. Est-ce que devant tes yeux, tu as le classement un peu de la Big 12, de la Big 12 et également le scénario un peu qu'on pourrait avoir? Bah, en fait, ouais, c'est un petit peu brouillon la Big 12 parce que alors, en effet, Texas est qualifié d'ores et déjà Non, pour non, les. hein. Non, non, ils sont pas qualifiés. Hein. En gros, il y a Ah oui, non, parce qu'ils sont. un Non, non, en 4 effet, parce qu'ils sont à. Alors, ils sont à 10 victoires pour une défaite au total, 7 victoires pour une défaite en conférence. Et derrière, on a Oklahoma qui a 9 victoires pour 2 défaites au total et 6 victoires pour 2 défaites en conférence.
Donc ça peut les Ouais. rejoindre si Texas perd son dernier match face à Texas Tech. Texas Tech qui est quand même mauvaise cette année, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, surtout en Big 12. Et puis juste derrière, il y a pareil, il y a ce duo-là qui talonne Kansas State qui s'est imposé d'ailleurs en rival. Là, c'était la rivalité ce week-end face à Kansas. Donc, belle victoire. Qui a 8 victoires pour 3 défaites et 6-2 en conférence. Et sur exactement le même bilan, on a Oklahoma State qui est 4e de la conférence. Donc tout peut aller très très vite, notamment si Oklahoma perd ce week-end, car n'oublions pas qu'Oklahoma a perdu Bedlam face à Oklahoma State. Je sais, ça doit être un petit peu compliqué là, tout ce que j'enchaîne pour vous auditeurs, hein, désolé. Mais allez voir le classement, c'est ultra intéressant. Si Oklahoma perd, Oklahoma State gagne, Oklahoma State peut être qualifié. Je ne sais plus pour quelle raison Kansas State peut également être qualifié. Bah attends, je te le fais, Elio. Tu le fais? J'ai le scénario si tu veux. Super. Mais globalement, en gros, si Texas gagne contre Texas Tech, Texas est a validé son spot en tant que numéro 1 de la Big 12. Ensuite, le deuxième spot, c'est soit Oklahoma State si Oklahoma State gagne contre BYU et que Texas gagne contre Texas Tech, alors en gros, Oklahoma State est deuxième à égalité avec 2 autres équipes, Oklahoma et Kansas State. Sauf que les Cowboys, donc de Oklahoma State, ils ont battu Oklahoma et ils ont battu Kansas State, pardon. Donc, ils ont le tiebreaker au-dessus d'eux. Sauf que si en gros Oklahoma peut quand même passer dans cette finale contre Texas, puisqu'il faudrait que Oklahoma gagne en gros contre TCU, que Texas batte Texas Tech et que BYU gagne contre Oklahoma State. Donc en gros, il faut que Texas et Oklahoma gagnent et que Oklahoma State perde pour que Oklahoma aille en finale et qu'on ait un Texas-Oklahoma en finale. Il y a également une quatrième possibilité, c'est que Kansas State gagne contre Iowa State, que TCU batte Oklahoma et que BYU batte Oklahoma State. Et dans ce cas-là, c'est Kansas State qui va en finale contre Texas. Et il y a un cinquième scénario où Texas Tech bat Texas. Et là, si toutes les autres équipes gagnent, il y a 4 matchs nuls. En gros, il y a 4 équipes qui se battent pour les playoffs, qui auront le même bilan en conférence. Et ça va jouer sur des tie-breaks, etc., qui sont avec des victoires, etc. Donc, ça va être très compliqué si Texas Tech bat Texas pour définir qui y va. Parce qu'en gros, il y aura des places pour tout le monde. Donc, je pense que le scénario le plus probable, c'est Texas-Oklahoma State, puisque Texas doit battre Texas Tech, évidemment, ça paraît évident. Également, Oklahoma State qui gagne contre BYU. BYU, cette année, ils sont un peu en dessous. Donc, ça pourrait être... comment dire ça, c'est certainement que ça se passera comme ça. Et dans ce cas-là, Oklahoma State ira en playoff, en College Football Championship Game, en Big 12 Championship Game. Mais sinon, en fait, Oklahoma State, on sait que cette année, depuis qu'ils ont battu Oklahoma, c'est la galère totale. Ils ne jouent pas les matchs. Contre Houston, ils étaient menés de genre 20 points. Heureusement, ils arrivent à gagner, mais c'était très, très compliqué pour les Cowboys. Donc, il y a également Oklahoma qui a une chance et Kansas State aurait une chance également. Moi, je prévois le scénario suivant, Texas-Oklahoma State. Oklahoma State qui va quand même aller chercher sa victoire face à BYU. Pour moi, c'est le scénario le plus à même de se passer. Mais en tout cas, ça va être une super semaine de college football en Big 12, puisque tous les matchs auront de l'importance. Il y a 4 matchs qui auront de l'importance et les équipes ne jouent pas entre elles. Donc, ça va être super intéressant de voir selon les heures qui gagne contre qui, etc. Je n'ai pas encore les horaires en Big 12. Attends, je vais aller regarder pour voir si les matchs se jouent en même temps. Donc en fait, les matchs ne se jouent pas en même temps puisque Oklahoma joue TCU vendredi, puisque c'est Thanksgiving. Donc il y a des matchs le vendredi de Thanksgiving à 18h en France, TCU Oklahoma. Il y a également Texas Tech, Texas à c'est 19h30 chez moi, donc c'est à 2h, 1h30 du matin chez vous. 1h30 du matin en France,
Texas Tech dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite, on a BYU qui joue Oklahoma State à 21h30 samedi. Et on a également Kansas State qui joue à Iowa State si jamais ça ne s'est pas décidé avant et que Texas a perdu et que les autres également ont perdu. Bah, là, il faudra regarder Iowa State, Kansas State à 2h du matin. Donc, on dirait une dernière journée de Ligue 1. Ouais, c'est vraiment le multiplex. Il y aura un but par-ci, un but par-là. Ça va être assez fou, mais il y a de quoi regarder, il y a de quoi se faire plaisir. C'est Thanksgiving, il y a des matchs qui commencent tôt. N'hésitez pas à les regarder, notamment vendredi. Attention, il y a plein de matchs jeudi et vendredi. On le répétera à la fin du podcast, mais il y a beaucoup de matchs qui vont jouer jeudi, notamment Ole Miss, Mississippi State se joue jeudi soir. Oregon State se joue vendredi soir à 2h du matin, il me semble, heure française. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent à des horaires bizarres à cause de Thanksgiving, ou grâce à Thanksgiving. Pour les Français, c'est beaucoup plus tôt. Mais voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça va être une semaine passionnante en Big 12, en Pac-12 également, puisque la SEC, c'est déjà validé, Georgia, Alabama. La ACC, c'est déjà validé, Louisville, Florida State. Et la Big Ten, on saura qui gagne avec justement Oregon, soit Michigan, soit Ohio State contre Iowa. Justement, parlons de la SEC. Donc, Georgia qui affrontera Alabama. On a parlé de la victoire de Georgia. Alabama qui a tapé Chattanooga cette semaine. Wouhou, les grands Chattanooga. Ouais. Dernier match, c'est l'Iron Bowl pour Alabama qui se déplace du côté d'Auburn. Non, juste petit aparté, Auburn qui a perdu, Auburn qui a perdu à domicile face à New Mexico State 31-10. Donc ils se sont pris une gifle et Auburn qui a payé 1,8 million New Mexico State pour faire ce match. Voilà. Mais en tout cas, Alabama qui affrontera Georgia en SEC Championship. Et en fait, c'est un petit peu le scénario du chaos. Parce qu'on peut littéralement se retrouver, si Alabama gagne, avec des équipes qui sont à 11 victoires pour une défaite. Sur une équipe en Big Ten, je pense que si Ohio State ou Michigan va en finale de Big Ten, normalement, ça devrait quand même passer. Donc, je pense qu'il y aura au moins une équipe invaincue qui sera dans le top 4. Mais Georgia peut avoir une défaite face à Alabama. Florida State, on disait qu'une défaite est possible. Washington, Oregon, ça va être la guerre. Texas peut revenir, mais admettons que par exemple Alabama batte Georgia et Texas gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Texas avait battu Alabama en début de saison. Ça va être le scénario du chaos. C'est pour ça que cette saison est passionnante pour le top 4 final, pour la route au playoff. Est-ce que... Je n'ai pas trop envie de m'étendre sur la SEC parce que la semaine prochaine, au final, va pas être décisive du coup pour trouver deux finalistes, en effet. Mais comment tu sens là ces 2 prochaines semaines? Est-ce que le scénario du chaos est envisageable? En fait, je pense littéralement qu'on aura ce scénario du chaos. Je me dis que Alabama va battre Georgia. Donc on aura Alabama et Georgia au même bilan à 11-1. Je me dis que Michigan va battre Ohio State ou l'inverse, en gros. Enfin bref, on aura 2 équipes qui seront en 11-1 et une équipe qui seront du coup en 12-1 puisqu'ils auront battu Iowa dans le Pac-12 Championship Game. Donc on aura ces 2 équipes-là qui sont des équipes très fortes, Ohio State et Michigan. On aura également Florida State qui, je pense, aura 12 victoires, 0 défaites. Je me dis qu'ils battront Louisville. Oregon-Washington, si Oregon bat Washington, on se retrouve avec 2 équipes à 11-1 et qu'ils auront tous les 2 joué pour le Pac-12 Championship Game. Est-ce que tu mets hors des playoffs Washington qui sont littéralement une des meilleures équipes du pays, mais qui ont perdu le dernier match? Et tu peux trouver également avec Texas qui a gagné la Big 12 avec 11-1. Et voilà, tu te retrouves avec en fait 8 équipes qui sont à 11-1. Et tu te dis, mais comment on fait? Qui on choisit? Et je pense que dans ces cas-là, ils vont mettre 2 secs
Donc Georgia, Alabama et pourquoi pas 2 Pac-12. C'est la plus grosse Ouais, conférence mais cette année, c'était la dernière année. justement, Alabama, OK, qui a battu Georgia, mais qui s'est fait battre par Texas si Texas retrouve au même bilan qu'Alabama, tu vois? Sur le tie-break. Est-ce que ça serait Ouais. si juste? Mais c'est pour ça, hein, c'est un casse-tête, hein, même moi je pose ça en question, c'est pas ce que j'envisage, mais c'est un casse-tête. En fait, moi je me dis, tu peux te la jouer avec un Georgia, 2 Michigan, Ohio State, un truc comme ça, 3 Alabama, 4 Oregon ou Washington, qui serait, globalement le scénario le plus probable. Sauf que, bah, est-ce que tu récompenses pas non plus une équipe comme Louisville qui serait sans défaite? En gros, de toute façon, si Louisville est sans défaite, on est d'accord qu'ils passent, malgré qu'ils ont Non, pas de quarterback. Louisville bah, non, mais Louisville a quand même une défaite, face à Pittsburgh, donc non, dans tous les cas, c'est mort. Non, non, je parle de Florida State. Est-ce que si Ah oui, oui, Florida oui, State, oui, oui, oui. ils ont Ouais, pas de si Louisville bat quarterback. Florida State va pas en playoff, ça c'est sûr. Non, mais si Florida State bat Louisville, il te reste, en gros, Florida State à sans défaite, mais qu'ils ont pas de QB, donc on sait ce qui va se passer en playoff. Et Est-ce surtout que si tu gardes? Washington bat Oregon, il y aura ça sera plus prestigieux de battre Oregon, qui est devant Louisville d'ailleurs au top 10, Ouais. que Florida State qui bat Louisville. Donc, Puis de toute façon, Washington aura 0 défaite si, Washington bat Oregon. ouais, 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 ouais. Donc il y a également un scénario où tu as 8 équipes à 11-1, mais tu as également un scénario où tu as 4 équipes à 12-0, mais dedans, une équipe qui a pas de QB, tu sais pas ce qu'elle va valoir en playoff selon le match-up. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis pas: «Florida State, je suis obligé de les sortir pour mettre Alabama à une défaite ou peu importe ce qui sera, ou Michigan à une défaite», tu vois? Ou Ça Michigan ou serait, Ohio State à une alors défaite. ça serait totalement immérité, Ah, ça serait mais immérité, mais d'un côté, d'un point de vue connaissant le comité, c'est pas impossible. match-up, mais d'un point de vue match-up, tu vois? Tu te dis de toute façon, le comité fait des match-up selon le qui pense que en fait, qu'est-ce qu'on aura comme meilleur scénario en playoff pour des matchs compétitifs, pour, avoir des beaux matchs comme l'année dernière, on a eu entre TCU, Michigan en demi-finale et Georgia, Ohio State, tu vois? Ça va être intéressant à suivre et la Ça va semaine être un vrai prochaine, casse-tête, hein, ah ouais, ouais, non mais ah ouais, très clairement et la semaine prochaine va nous donner un petit peu plus, d'idées sur la question. D'ailleurs, en parlant de semaine prochaine, on vous fait un petit résumé rapide, hein, avant de terminer l'épisode, sur les quelques gros matchs qu'il y aura et qu'on ne vous a pas cités. Mais comme l'a bien dit Robin, attention, il y a des matchs dès jeudi soir très importants. Ole Miss qui se déplace du côté de Mississippi State, Ole Miss qui est 13e Alley People. Vendredi soir, il y a donc Oregon qui reçoit Oregon State. Il y a Oklahoma qui reçoit TCU. Et puis après, c'est les matchs qui démarrent à 18h, hein, ce week-end, ce samedi. Avec voilà, donc des matchs un petit peu coup près. Kentucky qui se déplace à Louisville. Kentucky qui est quand même pas une mauvaise équipe, c'est plutôt pas mal. Donc attention pour Louisville. Il y a le big game Ohio State qui se déplace à Michigan à 18h. Il y a plein de matchs. Il y a plein de matchs. Les matchs de samedi, de toute manière, on vous les présentera dans le live, évidemment, sur Twitch. 17h, encore une fois, sur la chaîne The Trick Play Podcast. Mais voilà, n'oubliez pas que dès jeudi et vendredi soir, il y a déjà des gros matchs, et dont certains pour la course à la Big 12, qui va être très importante à la ouais. finale de la Big 12. Au-delà de la Big 12, hein, il y a Oregon State, Oregon, qui se joue pour la Pac-12 et si Oregon Ouais, gagne, ouais, ouais, ils vont ouais. en Pac-12 Championship Game. C'est à Autzen Stadium, c'est à domicile pour Oregon. On va pas faire la preview forcément, mais c'est littéralement le match, à pas perdre. C'est le dernier Civil War de l'histoire, heu, enfin de l'histoire, dans le futur proche, quoi. On on fait face à une très bonne équipe de Oregon State. Attention, il y a également un superbe UTSA Tulane à 21h30 vendredi. Ça peut être super sympa, hein, pour vous, UTSA Tulane. UTSA 8 victoires, 3 défaites, Tulane 10-1. Ils vont jouer leur place dans la place de Power 5 entre guillemets, hein, pour le bol du nouvel an. Donc voilà, il y a quand même des super matchs, on l'a dit, hein, enfin Elio l'a dit. N'hésitez pas à regarder, on sera en live tweet, hein, à la fois jeudi soir et à la fois vendredi.
pour Thanksgiving. Évidemment, samedi, on en parlera dans le 1-2-6. Rome, on va terminer bien évidemment avec nos MVP de la semaine. Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Alors, moi, j'aimerais en mettre un, mais je sais pas qui t'a toi. Donc, est-ce que, vas-y, mets qui t'a, et je mettrai l'autre, parce que globalement, on sait de qui on va parler. Alors, ouais, on va en parler, mais je vais pas le mettre par rapport au match-up qu'il a eu. On va dire ça comme ça, malgré que Ah ouais? ce soit extraordinaire, extraterrestre. On va en parler, il n'y a pas Voilà. de problème. Et justement, je savais que tu allais parler de lui, donc j'ai anticipé en essayant de faire un choix un petit peu plus exotique. En fait, j'en ai deux. Ok. J'ai déjà Brady Cook qui a encore une fois été très solide sur le match et réussi le comeback de fin de match qui était ultra important. Je trouve que Brady Cook sort une très bonne saison alors qu'il a chaud aux fesses avec deux quarterbacks de gros calibre sur le banc derrière lui. Donc voilà, je voulais quand même le mettre en évidence, même s'il a lancé qu'un touchdown. Il a 330 yards. Il est sur un pourcentage, il est à 20 passes complétées, il est à 9,7 yards de moyenne. Donc non, je pense qu'il a fait un bon match. Surtout, genre, j'aimerais un petit peu féliciter ces moments qui sont très chauds dans un match et qui sont très bien gérés par le quarterback. Et sinon, le deuxième, peut-être que tu penses à lui en fait, je sais pas. Le deuxième que je mettrais, évidemment, c'est Bonix. Qui a- Oui! Ah, c'était Bonix, merde! Je Non, pensais non, que tu non, allais me dire j'allais parler. Jaden Daniels. Justement, en fait, j'ai cru que tu allais Eh parler ben, de Jaden vas-y. Daniels, mais Bah, j'allais vas-y, parler. parle de Bonix, vas-y, je le mets aussi en MVP de la semaine, t'inquiète. Eh ben, écoutez, Bonix qui joue une mi-temps. C'est tout simple, hein, il joue un seul drive dans le troisième quart-temps, juste pour dire, évidemment, d'aller chercher un autre TD pour aller chercher le record. En gros, on a Bonix qui joue contre Arizona State, hein, à la mi-temps 42-0. Bonix, sur cette première mi-temps, 24 passes tentées, enfin 29 passes tentées, 24 réussies, 82% de précision, hein, de passes complétées, 404 yards contre ASU, 6 touchdowns, un passer rating à 268,1. À la course, il nous met 7 yards, hein, c'est pas énorme, mais quand même 6 touchdowns lancés. Et il y en a même un qui a annulé pour une passe interférence imaginaire pour un 7e touchdown à la passe, qui aurait été le record dans l'histoire d'Oregon, hein. Actuellement, je crois qu'il y a 4 QB qui ont fait 6 passes. 6 passes de TD, donc la légende, hein, Marcus Mariota et Justin Herbert l'ont fait. Mais globalement, il fait une super prestation en une seule mi-temps, en lançant que 29 passes. Donc il fait un super match. Et Elio, on va quand même le mentionner dans le MVP parce qu'il fait un Bien match sûr, de bien fou sûr. furieux. On a Jaden Daniels qui lance 30 passes, qui en complète 25 pour 413 yards. 83% de passes complétées. Donc voilà, c'est des très belles stats. 6 touchdowns à la passe, un passer rating à 265 et il en rajoute 100 yards au sol avec 2 touchdowns. Donc un match à 8 TD pour Jaden Daniels qui est finalement une super performance. Certes, ça jouait Georgia State, mais Georgia State, ça reste une belle équipe, hein. 6 victoires, 5 défaites, certes, mais on voit quand même que Jaden Daniels, il met 500 yards. Il finit le. En gros, alors je sais plus à quel endroit il finit, mais il finit au début du 4e quart-temps, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Il joue un peu plus de temps que Bonix, mais en réalité, c'était un peu plus serré puisqu'à la mi-temps, il y avait après, à la mi-temps, il y avait 35-14. Quand on connaît la défense de LSU, 35-14 à la mi-temps, c'est compliqué de les laisser en jeu. Mais effectivement, ouais, LSU. Ah non, en fait, Jalen Daniels, il joue jusque 2 minutes dans le quatrième, Dans le quart-temps. Ah non, ouais, attends, peut-être qu'ils ont laissé jusqu'à pour 8 Stat mais minutes.
Il me 9 semblait minutes non, mais ouais, moi, 9 il me minutes dans semblait le que c'était 4e plutôt ouais, quart-temps. ouais, en 9 effet, minutes dans le OK. 4e quart-temps, mais d'un côté, quand on à 56-14, en gros 56-14, à +42, Oregon a sorti Bonix à +42 aussi, donc moi, je pense pas que c'est du stat padding, enfin, certes, c'est un peu du stat padding, mais ça l'est des 2 côtés. Faut pas que, taper sur, Oui, LSU oui. et Penix, et Daniels. Oregon l'a fait cette semaine avec, justement Bonix à un +42, on l'a sorti. Heu, Moi, j'irai pas dans le débat de qui a fait du stat padding ou pas. De toute façon, le Iceman, Après, je trouve il est je là trouve pour, que je trouve quand même, de la part mais moi ça m'étonne pas, un petit peu connaissant le personnage, mais je trouve quand même que c'est beau joueur de la part de Bonix d'accepter de sortir aussitôt dans un match, sachant qu'il est quand même très, très clairement dans la cour Iceman. ouais. Je trouve que c'est beau joueur. Très beau joueur même. Après, il se bat pour le College Football Championship Game, tu vois? Bien Enfin, sûr, non, non, mais LSU, ils ont il y plus a les rien à choses qui jouer. rentrent en Oregon, compte ils ont derrière, encore tu vois? ouais, Mais il pourrait un petit peu avoir le seum, machin, on connaît, il y en a qui ont des gros égos chez les QB, on ne citera pas de nom. Voilà, mais je trouve quand même que ça montre un petit peu la mentalité du gars aussi. ouais. Non, Voilà, je suis voilà. d'accord. Ouais. Bah, c'était parfait. Quelque chose à ajouter sur cette fin d'épisode? Non, bah, regardez la semaine prochaine, ça va être vraiment, vraiment incroyable. Ça commence dans 2 jours, hein, puisqu'on est mardi. Ouais. Hem, on sort le podcast mardi. Dans 2 jours, ça commence les matchs, jeudi, vendredi. Regardez bien, c'est Thanksgiving, il y aura des matchs très, très tôt. Ça va être, un pur plaisir à regarder. Donc, moi, je vous invite à regarder, interagissez avec nous et soyons là et go Ducks, hein! Et vous faites le double écran avec la NFL. Voilà, vous n'avez pas d'excuse pour, les matchs de jeudi et de vendredi. Vous faites, double écran ce jeudi soir. Qui c'est qui joue en NFL? Packers Lions à 18h30, bon OK. Ah oui, le match prime time, c'est Niners face aux Seahawks. Ouais, non, faites double écran. Ouais, abusez pas. OK, on se retrouve, ce samedi à 17h sur Twitch, hein, The Trick Play Podcast, sur Twitch pour, entamer cette dernière semaine de saison régulière enfin, ce dernier week-end de saison régulière de college football. On a envie de chialer, mais c'est pas grave, on va faire avec. On vous dit à la prochaine. Salut Rob et salut tout le monde. Salut Elio, salut tout le monde!